Chers amis de la Maison Heinrich Heine, chers intervenants, bienvenue à cette première conférence débat de ce trimestre consacrée à Martin Heidegger et intitulée « Heidegger après la pluie ». La seconde, dénommée « Heidegger, Messie antisémite », c'est une question, aura lieu le 24 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. La découverte en 2013 des cahiers noirs dans lesquels Martin Heidegger rédigeait des notes destinées à une publication posthume a relancé la polémique sur la relation du philosophe au nazisme et soulevé des questions fondamentales. Comment continuer à penser avec Heidegger aujourd'hui, selon l'expression de Jürgen Habermas, et est-ce seulement encore possible ? L'idéologie nationale-socialiste imprègne-t-elle son œuvre ou, au contraire, Heidegger a-t-il tenté d'imposer celle-ci au régime ? À quelles conditions la philosophie peut-elle suivre sa voie spécifique, enjeu de la démarche heideggerienne, dès lors que celle-ci s'expose au risque de se voir discréditée par les engagements politiques de son auteur ? Que trouve-t-on dans ces carnets, dont les 2 premiers volumes viennent de paraître en France, chez Gallimard, dans une traduction réalisée par François Fédier et Pascal David ? À ces questions, l'ouvrage de Nicolas Weil, Heidegger et les cahiers noirs, mystique du ressentiment, paru aux éditions du CNRS en 2018, tente d'esquisser quelques réponses au-delà de tout plaidoyer en attaque ou en défense. Nicolas Weil, journaliste, je ne sais pas si on dit journaliste culturel. Journaliste. Pardon ? Journaliste. Journaliste, d'accord. Journaliste au Monde est l'auteur et traducteur de nombreux essais sur l'histoire intellectuelle, notamment allemande. Je le remercie d'avoir accepté de nous présenter son dernier livre. Pour lui donner la réplique, nous avons fait appel à plusieurs autres spécialistes de Heidegger. Tout d'abord, M. Peter Travny, professeur à l'université de Wuppertal et directeur de l'Institut Martin Heidegger, qui est également l'éditeur des Cahiers noirs et que je remercie de nous avoir rejoints à Paris. Ensuite, M. Emmanuel Faye, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à plusieurs reprises et qui est professeur de philosophie à l'université de Rouen et auteur de plusieurs grandes études sur Heidegger, que vous trouvez d'ailleurs en partie avec d'autres livres en sélection devant la salle. Enfin, M. Guillaume Payen, docteur en histoire et auteur de Martin Heidegger, Catholicisme, Révolution, Nazisme, paru aux éditions Perrin en 2016. Je remercie Mme Julie Clarini, rédactrice en chef du cahier Idées et du journal Le Monde, d'avoir accepté d'animer ce débat, exercice toujours difficile dès lors que l'on parle de Heidegger et de son engagement politique. Merci Madame la directrice. Je crois que vous avez... Alors voilà, je comprends mieux la technique. Merci Madame la directrice. Je crois que vous avez dit l'essentiel. D'ailleurs, vous avez fait une partie du travail. Je vais quand même rappeler que nous sommes là en janvier 2018 et que les 2 premiers volumes des Cahiers noirs sont disponibles maintenant en français chez Gallimard et que c'est aussi l'une des raisons de notre présence ici ce soir. Le débat va porter sur le statut qu'il convient de donner à ces textes, leur statut et la façon dont ils transforment, bouleversent ou au contraire confirment notre approche de l'œuvre. C'est un débat qui va se passer de manière assez classique en 2 temps. Une discussion avec nos invités et des questions du public, comme il est d'usage ici à la Maison Heinrich Heine. Alors d'abord, je crois que Madame la directrice l'a rappelé, les cahiers noirs, les premiers effets d'annonce, c'est l'automne 2013. On apprend que l'auteur a conservé et qu'il a voulu expressément que ces cahiers soient
publié à la fin de ses œuvres complètes, carnet de notes qu'il a écrit de 1931 à 1970. Et évidemment, ça pose, mais je ne vais pas le redire, une énorme question, puisque on apprend que des éléments ouvertement antisémites sont contenus dans ses cahiers, que la proximité du grand maître avec la pensée nazie est plus forte que le reste de son œuvre ne le laissait supposer. Alors évidemment, c'est pas une découverte entièrement, puisqu'on sait que la vie, déjà à ce moment-là, que la vie de Heidegger est marquée par un engagement nazi, sa carte au parti nazi qu'il a de 1933 à 1945, qu'il évidemment, vous le savez, qu'il est recteur de l'université de Fribourg pendant le régime nazi, nommé par lui. Et on sait aussi qu'après-guerre, il ne s'est jamais exprimé sur la Shoah. Mais dorénavant, c'est bien la question de la fameuse ligne de l'étanchéité de la vie et de l'œuvre qui est reposée, qui est une question assez classique qu'on pose régulièrement, y compris chez Wagner. Et Nicolas Weil a un très beau passage dans son livre sur la comparaison qu'on peut faire entre Wagner, la controverse Wagner et la controverse Heidegger. On y reviendra sûrement. Alors, je ne vais pas représenter nos invités ici. Je vais juste rappeler que voilà. Ça fait donc 5 ans, une demi-décennie. C'est une période à la fois courte et longue. Je ne sais pas si les débats se sont calmés. Ce qui est sûr, c'est que l'apparition de ces cahiers noirs a suscité des tourments, des accablements chez les uns, des tentatives d'esquive, des dénis. Et puis de l'autre côté, une vigueur de ceux qui sont les plus critiques et de ceux qui ont toujours soutenu que Heidegger était un philosophe infréquentable. Alors tout ça a fait couler beaucoup d'encre, puisqu'évidemment, de manière sous-jacente, la question, c'est celle de la responsabilité de la philosophie. Alors ce soir, je vous propose qu'on essaye vraiment de rester sur les cahiers noirs, parce que d'abord c'est le sujet du livre de Nicolas Weil, et qu'il y a encore beaucoup à en dire, notamment sur le statut textuel qu'on peut donner à ces textes. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent de neuf, finalement, aussi, c'est l'autre question. En quoi il y a du spécifique dans ces cahiers noirs. Alors, Nicolas, vous êtes mon confrère au Monde, vous êtes aussi traducteur de l'allemand, de l'hébreu. Vous posez directement la question dans la conclusion de votre ouvrage, que faire avec Heidegger ? Vous n'y allez pas par 4 chemins. La question du statut des cahiers noirs, vous y revenez, parce qu'évidemment, cahier, il ne s'agit pas vraiment à proprement parler ce n'est pas un ouvrage, ce n'est évidemment pas un journal intime, ce n'est pas un carnet de notes. Pour vous, c'est quelque chose comme un édifice, vous dites à un moment, et vous faites le rapprochement avec Montaigne. Oui, bien, merci. Julie, de cette présentation. Effectivement, on a été en France dans une situation quand même très étrange depuis 5 ans qui commence à changer. C'est-à-dire qu'on a débattu, et plusieurs livres sont sortis, et je dois confesser le mien aussi, sans que, autour d'un objet qui n'existait pas en langue française en tout cas, et dont l'examen était réservé aux germanophones, puisque grâce à l'éditeur qui est à ma droite, les volumes sortaient les uns après les autres, mais le débat portait toujours sur les environ 14 fragments ouvertement antisémites. Effectivement, il y avait de quoi dire. Alors, avant de parler de Montaigne, de Wagner, je réponds à ta question sur le statut des textes. Alors, on est bien d'accord qu'il ne s'agit, avec ces cahiers noirs, ni d'un journal intime, ni d'un journal de pensée sur le modèle de celui d'Hannah Arendt, et qu'il s'agit en fait d'un travail philosophique dans une forme qui épouse peu ou prou le style des fragments nietzschéens, si on voulait le comparer à quelque chose, ne serait-ce qu'à cause du numérotage. Mais enfin, ça c'est peut-être un peu sec comme comparaison, et ça ne concerne que les premières réflexions. Mais plusieurs autres indices nous amènent, enfin m'ont amené à penser qu'il s'agissait en fait, et je ne suis pas seul dans ce cas, d'une œuvre philosophique à part entière, et non de brouillon, ni même de simple carnet de travail, même si Heidegger, je crois, a utilisé cette dénomination. Et je dirais qu'on ne saurait minimiser l'importance de ce corpus en lui donnant la définition d'avant-texte, ni en soulignant qu'une partie du contenu des cahiers noirs se retrouve dans les textes contemporains, notamment dans les Beiträge, pour ce qui est des réflexions.
Donc il y a, pour dire les choses très factuellement, manie de journaliste, il nous est resté 34 cahiers intitulés Cahiers noirs, cahiers à couverture noire, toile cirée noire. Le premier a été perdu pour des raisons qu'on ignore, qu'on spécule parfois, et qu'il s'étende du début des années 30 aux années 70 et jusqu'à présent. Les premiers cahiers qui correspondent au volume de 94 à 98 de l'édition de la fameuse Gesamtausgabe, de l'édition allemande voulue par Heidegger, sont parus donc je crois jusqu'au numéro 98, et je crois que ça ira jusqu'au dernier, qui sera le dernier volume de la Gesamtausgabe, je crois, le numéro 102. Donc il y a beaucoup d'années de débats qui nous attendent. Alors, on ne saurait donc minimiser l'importance de ce corpus, et ce que montrent ces manuscrits assez soignés, pour ce qu'on peut en juger d'après les quelques reproductions photographiques qui ont été publiées, les index et surtout la volonté, encore une fois exprimée par Heidegger lui-même, de les voir figurer à la fin de ses œuvres complètes. Tout cela prouve qu'il s'agit bien d'un travail philosophique, d'une œuvre à considérer comme telle, et peut-être, on en discutera ici, la plus importante, la plus révélatrice en tout cas. Je crois qu'à travers les cahiers noirs, ce qui est recherché, c'est avant tout une forme spécifique de la parole heideggerienne, d'après ce qu'on appelle la kehre, la volte, le tournant, et non pas seulement un discours capable de se plier au nécessaire cheminement de la pensée vers l'être, ou l'estre, mais aussi, peut-être, c'est une hypothèse que je fais, l'antitype du traité philosophique propre à l'ère métaphysique. La question serait alors de savoir dans quelle mesure les cahiers noirs en restent ou non prisonniers. C'est une chose à débattre. Ça, c'est pour le statut qu'on peut donner à ce texte foisonnant. La deuxième question qu'on est bien obligé d'aborder, c'est celle du nazisme. Alors, à ceux qui prétendent exonérer l'œuvre de Heidegger de toute compromission avec le national-socialisme, antisémitisme compris, j'ai voulu dans mon livre opposer une lecture des textes qui assument, c'est-à-dire n'évacue pas ou ne minimise pas les zones d'ombre. Emmanuel Faye, on le sait, a parlé dans son important ouvrage d'introduction du nazisme dans la philosophie. Alors, je me situe par rapport à cela, mais j'imagine qu'on va en débattre aussi. Mon avis à moi est que, à la lecture des cahiers noirs, on peut inverser la proposition en exposant, sans complaisance, comment Heidegger semble, dans les cahiers noirs, avoir voulu imposer sa pensée au régime, au moins au début. Une position qui a l'avantage de faire comprendre la déception éprouvée par le philosophe après sa démission du rectorat, ce qu'on peut appeler sa retraite bougonne, que certains voudront même plus tard faire passer pour une sorte de résistance ou d'émigration intérieure. Certes, Heidegger ne s'en prend jamais aux excès ni aux atrocités du régime, mais ce que les cahiers noirs montrent aussi, c'est qu'il ne cesse, dans le silence de son cabinet, de fustiger, avec lui seul pour public, ce qui est très étrange, de fustiger non seulement le catholicisme, les juifs, mais aussi l'alignement des nationaux-socialistes sur le scientisme tel qu'il se matérialise, par exemple, dans la raciologie nazie. On le voit opposé au nazisme vulgaire, et il faut bien gloser sur cette expression, un nazisme spirituel, on trouve l'expression dans la Gesamtausgabe 94, page 136, le problème est de savoir ce qu'il entend par là. Eh bien, la thèse que je défends dans mon livre, que ce n'est rien d'autre que sa propre philosophie. Troisièmement, et si je suis trop long, n'hésite pas à me couper, je le ferai. L'antisémitisme. Alors, en ce qui concerne la question de l'antisémitisme, il faut quand même en parler. Il faut quand même souligner un paradoxe
qui a été remarqué par beaucoup. Plus Heidegger prend ses distances avec le régime nazi, et plus les remarques anti-juives semblent proliférer dans les années 30 et 40. Dans mon ouvrage, j'ai essayé de rapprocher cet antisémitisme de la façon dont Oswald Spengler, un auteur que Heidegger traite assez dédaigneusement d'écrivain, mais dont j'ai trouvé qu'il reprenait beaucoup plus que la façon dont il le traitait. Je m'empresse de dire que écrivain n'est pas un gros mot pour ce qui serait terrible pour un critique littéraire, dont Oswald Spengler parle des Juifs. Dans une longue note située à la fin du déclin de l'Occident, Spengler fait une étrange remarque et dit qu'à l'époque romaine, les Juifs de l'Antiquité se trouvent dans la position des paysans opprimés et révoltés par l'argent et la civilisation romaine. Mais, ajoute-t-il, au tourniquet de l'histoire, les Juifs peuvent se transformer en fourriers de la modernité et se placer du côté des oppresseurs, pour Spengler en se faisant collecteur d'impôts ou prêteur à gages. Il se range, du coup, effectivement, du côté des tyrans d'une paysannerie très vantée par Spengler, et donc représenter la civilisation en expansion, signe pour Spengler non d'un progrès, mais de la première phase du déclin. En somme, dans cette configuration, les Juifs ne seraient pas par nature, et là on retrouve un peu Heidegger, les fauteurs du progrès ou des temps modernes, mais ils peuvent se trouver, dans certains contextes historiques déterminés, en position de le devenir. Enfin, en revanche, ce qui radicalise un peu la position chez Heidegger à la lecture des Cahiers noirs, Heidegger n'accuse pas seulement les Juifs de se retrouver en position de fauteurs de la modernité technique, en qualifiant leurs prophètes, ceux de l'Ancien Testament, d'inventeurs du journalisme, qui est pour lui une dérive technicienne de la pensée. Il leur reproche également, et en plus, pourrait-on dire, d'avoir inoculé à l'idée de Dieu la comparaison, le calcul, en inventant le monothéisme, un Dieu unique et non plusieurs. D'avoir introduit en quelque sorte le nombre dans l'idée de Dieu. Là encore, il y a matière à débat sur l'originalité ou la singularité de l'antisémitisme des Cahiers noirs, mais comme cette question a monopolisé jusque-là la discussion, j'espère qu'on ne s'y attardera peut-être pas trop, ou en tout cas pas outre mesure, pour s'intéresser à d'autres aspects de ces textes. Alors, quand mon ouvrage est paru, j'ai reçu quelques critiques, parfois vertes, mais bon, je m'y attendais. Donc je dois répéter et dire pourquoi il faut, à mon avis, quand même sauver le soldat Heidegger, malgré tout ce qui a été dit. C'est le dernier point de mon entrée en matière. Et je le résume en une question. Pourquoi, malgré les révélations des Cahiers noirs, dont, encore une fois, on ne saurait minimiser la gravité, devrait-on continuer à penser avec Heidegger, et fût-ce contre lui, pourquoi continuer donc à lire, à travailler cet auteur et sa philosophie? Il y a bien des raisons, certes, de ne pas le faire. À commencer par celles que peuvent nous inspirer la récupération de sa pensée, qui prête le flanc, actuellement par toute une constellation de mouvements appartenant, pour faire court, à la nouvelle droite internationale, qui pousse aussi des pseudopodes vers l'islamisme iranien, notamment. Je ne développe pas. La raison de continuer à travailler cette pensée est à mes yeux fort simple. Il y va du sort même de la philosophie, y compris à l'université. Heidegger place la pensée moderne à un carrefour qui suppose une décision, qui est une décision sans choix, qui ne dépend pas ou pas intégralement de notre engagement. Un peu comme on parle du choix du nucléaire ou au contraire du choix de la transition écologique. Dans les réflexions 10, Heidegger parle de la décision comme la fuite dans ce qui a été depuis longtemps décidé. Et dans Être et temps aussi, des questions de possibilités héritées mais également choisies. Alors quelle est donc cette décision devant laquelle, d'après moi, nous sommes de toute façon embarqués, que nous le voulions ou pas, et qui rend, à mon avis, cette œuvre, sinon indépassable, du moins difficilement dépassable?
Soit nous poursuivons le geste dont il montre qu'il s'est inauguré avec la métaphysique et nous réduisons la philosophie à devenir ou rester servante des sciences, de la physique ou des neurosciences, soit nous tentons de reposer à nouveau frais la question de l'être, et je ne vois guère comment le faire autrement qu'avec lui. S'y dérober a des conséquences. Si on refuse l'alternative, ou bien Heidegger, ou bien pas de philosophie, une possibilité consiste à discréditer la question de l'être. On peut prétendre que faire de cette question de l'être, dont l'oubli serait porteur de catastrophes engendrées par l'emprise croissante de la technique, une condition de la philosophie elle-même, est difficilement acceptable par l'ensemble de la communauté des philosophes. Et ceux qui sont présents nous répondront. On peut soutenir que l'être en sa vérité ne désigne chez Heidegger, et ce depuis être étant, la légitimité de droit de la prétention d'un peuple de l'être à exercer une souveraineté absolue, et tel n'est pas mon point de vue. Mais c'est pour ces raisons que l'étoile d'Heidegger a récemment pâli en France, après avoir brillé si fort du temps où j'étais étudiant. Les thèses, dit-on, se raréfient ou ont été gelées, et certains chercheurs et spécialistes parmi les plus éminents s'en détournent, ou disent s'en détourner. Quelques-uns, certes, continuent à voir l'actualité de ce penseur dans sa critique de la technique, dans la protestation que sa philosophie porte contre la dévastation du monde. Serait-il donc pour cela coûteux d'y renoncer ? On pourrait soutenir que non. Après tout, la critique de la modernité, on la trouve, on la puise à moindre frais théoriques et politiques dans des courants de pensée qui ne charrient pas l'impedimentum d'une compromission avec le nazisme. L'école de Francfort, de plus en plus traduite et étudiée en France, en serait-elle le substitut ? C'est ce que l'avenir nous dira. Dès lors, que reste-t-il à attendre de cette œuvre et qu'elle seule peut nous donner ? La réponse, à mes yeux, tient à un mot, hubris. La pensée de Heidegger demeure une arme formidable et inquiétante à la fois, une construction pour résister à l'excès d'orgueil d'un réductionnisme qui prétend ramener à la répétition du même la richesse du monde et de la pensée. Et dans un univers où seule la vérité scientifique et technologique est prise au sérieux, où la philosophie n'a pas seulement perdu son éminence, mais même son autonomie, si ce n'est son droit à l'existence, la pensée de l'être, telle que Heidegger s'obstine à l'élaborer dans ses écrits, souvent avec une violence, une opiniâtreté continue, à maintenir ouverte, à mon avis, une voie propre à la philosophie. Et voilà pourquoi, selon moi, même s'il y en a d'autres, et bien d'autres, ces livres ne sauraient être si facilement refermés. Merci Nicolas pour l'exposé de ces éléments qu'on retrouve dans ton livre, y compris la conclusion. Je vais donner la parole à Peter Travny en prévenant la salle que Peter Travny fait le choix de parler en français jusqu'au moment où il aura besoin de repasser en allemand si c'est nécessaire. En tout cas, c'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord. Je rappelle que Peter Travny a écrit deux livres qui sont traduits en français, Heidegger et l'antisémitisme et La liberté d'errer avec Heidegger, qui étaient parus tous les deux en 2014, et que pendant longtemps, le débat français a été alimenté par les ouvrages de Peter Travny, qui a été donc l'un des premiers lecteurs de ces cahiers noirs en Allemagne. Oui, bonsoir et merci pour cette invitation d'être ici, d'avoir la possibilité de parler avec vous et de discuter avec vous. J'ai fait un brouillon dans le train et c'est vraiment un brouillon. C'est presque impossible de lire mon écriture maintenant. Et c'est vraiment un peu indistinct. Mais je vais faire des efforts en français. Et si je commence à bégayer, je vais arrêter et parler allemand avec une interprète. Oui, je commence avec une prétention, avec une thèse qu'on vive dans un temps d'une guerre culturelle. Et la discussion sur Heidegger est maintenant un moment de cette guerre culturelle.
qui participent dans cette guerre culturelle. Il y a une gauche universaliste orientée aux Lumières, on pourrait dire, et il y a une droite nationaliste très souvent avec un antisémitisme cryptique, plus ou moins cryptique, un racisme plus ou moins cryptique, obsédé de certaines idées très agressives, très radicales, mais Heidegger, et la discussion sur Heidegger, à mon avis, est comme je dis, un moment de cette guerre culturelle. Peut-être on est dans une vieille, d'une autre guerre, peut-être d'une guerre civile, je ne sais pas, mais je parle dans la base d'une expérience allemande, bien sûr. Mais il y a certes, il y a certainement une dialectique intrinsèque, une spirale d'agression et même de la violence, au moins dans la langue. Et je crois que c'est possible de voir cette spirale d'agression aussi dans la France, pas seulement en Allemagne, c'est peut-être une expérience européenne. Et comme j'ai dit, que la philosophie est une victime, dans un certain sens, une victime de cette guerre culturelle. Parce que je crois que cette situation agressive est dominée d'un discours politique et bien sûr aussi assez moral. Et pour moi, la philosophie n'est pas subordonnée à la politique ou à la morale. De sorte que, dans ce sens, bien sûr, je vois des problèmes politiques et moraux dans la pensée de Heidegger, et je suis absolument convaincu d'une nécessité de la critique, mais la philosophie en général est une autre chose que la politique ou qu'un discours moral. Bien sûr, si nous voudrons, et ça c'est la question ici, si nous voudrons chercher l'actualité de cette pensée, et si nous voulons discuter l'actualité de cette pensée, je voudrais demander la signification de cette formule. Qu'est-ce que l'actualité d'une philosophie? C'est quoi ça? Qu'est-ce que l'actualité d'une philosophie? Si je travaille avec Heidegger, ou si je travaille sur Heidegger, pour moi, c'est un travail d'interprétation. J'interprète Heidegger, mais je ne travaille pas avec sa langue, avec ses concepts. Je n'utilise pas, par exemple, le concept de Gestell pour comprendre notre situation actuelle, pour comprendre notre technologie, la technologie actuelle. Je ne suis pas, dans ce sens, un heideggerien qui pense et vit dans les bornes ou les limites de la philosophie de Heidegger.
à mon avis, et ça c'est peut-être un peu dur, mais je risque cette phrase. Heidegger n'est pas un philosophe contemporain. Au moins pas au niveau de ses pensées, de sa pensée. La chose la plus importante pour moi, la chose la plus importante dans cette pensée de Heidegger, c'est franchement dit le style, la performance de se philosopher, de se penser, c'est infinitif, penser dans l'infinitif. La pensée de Heidegger, c'est la pensée de Heidegger, c'est penser, c'est prendre le risque de penser. Mais bien sûr, de penser même et pas de penser étant encore une fois, et après ça, encore une fois. C'est ça, pour moi, c'est la leçon que nous pouvons apprendre si nous lisons Heidegger. C'est commencer à penser avec une propre voix. Oui. Et ça, c'est, à mon avis, la plus importante que nous pourrons apprendre d'un philosophe. Mais il y a une question, bien sûr. Est-ce qu'il y a un danger dans cette philosophie? Est-ce qu'il y a un danger? Heidegger, est-ce qu'il est un penseur dangereux? Et vous voyez, encore une fois, il y a la morale dans cette question. Est-ce qu'il y a un danger dans la philosophie, dans la pensée libre? Est-ce qu'il y a un danger dans la pensée de Rousseau? Est-ce qu'il y a un danger dans la pensée de Hegel, de Marx, de Nietzsche, de Blanchot, de Bataille, même de Lévinas ou de Badiou? Mais oui, il y a un danger. La philosophie, l'art, la musique, la poésie est dangereux. Et bien sûr, Heidegger est dangereux. Penser est dangereux. Vivre, je crois, c'est dangereux. Et dans ce sens, bien sûr, de lire Heidegger pourrait être dangereux. Quelquefois, des hommes meurent. Ils se suicident, par exemple, parce qu'ils ont lu de la philosophie. C'est le risque. C'est le risque de penser. Mais est-ce qu'il est une autre question dans ce cadre, mais est-ce qu'il est possible que des hommes assassinent dans la base d'une philosophie? Peut-être dans la base de la philosophie de Heidegger. Est-ce qu'il y a une philosophie assassinant des hommes? Qu'est-ce que la relation d'un texte philosophique à un meurtre, par exemple? Quel massacreur a lu Nietzsche ou Heidegger? Quelle massacreuse a compris Rousseau, Nietzsche ou Heidegger si elle pense qu'elle assassine par ordre d'un philosophe? Oui, bien sûr, je crois qu'il y a une responsabilité de la philosophie, parce que Heidegger et Wittgenstein disent, tous les deux, ils disent que penser, c'est agir. Oui, ils disent que penser, c'est agir. Penser est l'action authentique. C'est une idée de Wittgenstein et de Heidegger. Oui, et dans ce cadre, il y a une nécessité particulière de discuter la relation, bien sûr, entre penser et vivre, mais je voudrais risquer l'affirmation qu'il n'y a pas une philosophie du meurtre. Ça n'existe pas. Philosophie,
ou penser, c'est en tout cas, oui, c'est en tout cas vivre, oui. Même si je voudrais me suicider, c'est vivre. Je voudrais finir avec un autre mot sur cette guerre culturelle. On voit des problèmes immenses, par exemple, ou surtout à Brésil. Bolsonaro est bien sûr une catastrophe. En tout cas, il est plus une catastrophe que, par exemple, Trump, à mon avis. Et comme philosophe, il y a une situation où je me sens obligé d'agir. Et ça, c'est la situation où la liberté de la pensée est attaquée et menacée. Mais ça, ce n'est pas, à mon avis, maintenant, la situation à l'Europe. Oui, mais plus ou moins à Brésil. Et ici, je voudrais saluer M. Fay pour son retrait de l'Académie des sciences brésilienne dans cette situation de la régime de Bolsonaro. Ça ne veut pas dire que je ne participe pas dans les discussions politiques, mais je voudrais dire que je suis un représentant d'une politique assez gauche, mais je ne veux pas être un membre d'un parti, même pas d'un parti académique, et à mon avis, je ne veux pas un membre de cette guerre culturelle. Merci beaucoup. Merci Peter Travny. Je vais donner la parole à Guillaume Payen, qui est le seul historien patenté ici. Et pour peut-être lui demander justement, puisque finalement c'est aussi à travers la question de l'actualité de Heidegger, c'est la question du rapport au temps qui est posé aussi de la question du souffle historique, de la longueur historique. Est-ce que, avec ces cahiers noirs qui nous occupent ce soir, quelque chose apparaît au biographe que vous êtes, d'une profonde, justement, le contraire, peut-être, une façon d'ancrer Heidegger dans son temps? Est-ce qu'on remet Heidegger dans un contexte différemment une fois qu'on a lu les cahiers noirs? Bien, donc merci d'abord pour l'invitation. Merci à vous d'être venu. Et merci pour cette question qui est cruciale et donc qui me permet d'entrer dans in medias res, vraiment directement dans le sujet. Les cahiers noirs, pour moi, donc, sont avant tout une source. Bon, l'histoire s'écrit avec des sources, des textes, des témoignages, des images, des photos, plein de choses. Et évidemment, la raison pour laquelle on fait commencer l'histoire avec l'apparition de l'écriture, c'est que justement, à partir du moment où il y a des textes, on peut plus facilement écrire l'histoire, même si, bien sûr, l'archéologie, voilà, et tout ce qui peut avoir d'iconographique peut servir. Et donc, travailler en historien sur Heidegger, ça ne passe que par des sources de Heidegger, autour de Heidegger, et bien sûr, les débats historiographiques. Donc, je mesure bien, en vous disant ça, à quel point l'ambiance est différente, par exemple, entre ce que Peter Travny a pu dire juste avant, qui est authentiquement philosophique, et moi, ce que je vous dis, qui est un discours d'historien, je vais dire, le plus classique. Bon. C'est l'une des difficultés du débat sur Heidegger, qui est qu'on est sans cesse à faire un grand écart méthodologique, et cela sur des textes extrêmement difficiles. Des textes de nature très différente. Encore une fois, avec cette question sur les cahiers noirs, que sont-ils ? Je vous rejoins justement, donc, Nicolas, sur cette idée que les essais de Montaigne sont peut-être les écrits qui peuvent peut-être se rapprocher le plus de ce que sont les cahiers noirs. Les cahiers noirs eux-mêmes sont un ensemble de textes assez composites, à qui c'est regardé
avec un œil d'historien, ce que j'essaye de faire, eh bien, on voit des éléments d'ancrage très nets dans un contexte. Par exemple, au lendemain de la déclaration de guerre, donc l'invasion de la Russie, de l'URSS par Hitler, il y a une référence très nette, il y a l'avis de Hitler sur cette opération Barbarossa. Il fait le lien avec la Première Guerre mondiale et cette entrée en guerre, donc cette ouverture d'un front à l'Est, eh bien, Heidegger juge que c'est une erreur stratégique puisque elle amène à reconduire ce qui a été l'une des origines de la défaite lors de la Première Guerre mondiale, à savoir un combat sur deux fronts. Bon, alors après, évidemment, lorsqu'on continue à lire finement Heidegger, on voit bien que sa position évolue. Hein. Et ça, c'est une difficulté, c'est que c'est un philosophe et on a envie de penser que sa réflexion est universelle, générale, d'une certaine façon inamovible. Hein. Suspect aeternitatis, hein, donc... Le problème étant que Heidegger change, c'est un homme, et c'est, je pense, l'un des principaux intérêts philosophiques d'un travail d'historien sur Heidegger, c'est de montrer que, oui, d'ailleurs, quelle surprise, hein, les philosophes sont eux aussi dans le temps et eux aussi changent, même lorsqu'ils pensent de manière abstraite. Et cela, évidemment, on peut voir les continuités, il faut les voir, mais les changements peuvent être assez importants. Hein. Bon. Donc, les cahiers noirs ont... Je pense qu'il serait faux de dire que, sur le fond, ils changent radicalement la donne. Hein. Je pense que, beaucoup plus justement, on peut dire qu'ils permettent de relire, réinterpréter de nombreux textes ou de nombreux témoignages tels qu'ils ont été formulés avant et qui ont souvent été soit rejetés, soit mécompris. Hein. Et si on replace cette affaire des cahiers noirs dans le temps long de l'affaire Heidegger, au fond, on voit bien qu'il y a une continuité très forte. Ce qui change, à mon sens, c'est plutôt le fait qu'il y ait une prise de conscience progressive dans le public du fait que le nazisme de Heidegger et maintenant son antisémitisme ne sont pas des détails. Hein. Et ça, je pense que c'est très important. Bon, le livre d'Emmanuel Faye de 2005, l'introduction du nazisme dans la philosophie, a été un moment très important de cette affaire Heidegger, et je suis loin de partager toutes ses conclusions, mais il a eu un effet important, on pourrait dire cumulatif, après celui de Victor Farias, après les précédents, donc... pour justement faire cette prise de conscience publique d'un nazisme de Heidegger et qui n'est pas un nazisme accessoire. Hein. Bon. Donc, ce qui est important à mes yeux à partir de là, c'est de voir qu'on a des positions intellectuelles sur Heidegger et sur son inscription en tant que philosophe dans un temps, qui sont des positions qui, pour l'essentiel, n'ont pas énormément changé. Je pense qu'il y a le plus changé, c'est plutôt le curseur de l'opinion publique, le consensus dominant. Il n'y a jamais, sur un sujet aussi polémique, il n'y a jamais de consensus absolu. Hein. Je pense que c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Mais l'une des questions majeures que nous posons ce soir, c'est de savoir dans quelle mesure on peut séparer l'homme de la pensée, les discours ou sa pensée politique de son engagement réel. Bon, c'est des questions qui ont été posées tout de suite. Hein. Le premier texte de l'affaire Heidegger, à mon sens, c'est donc un texte de 1934, hein, donc publié à Paris, donc par Marcuse, et qui très clairement fait des liens entre des déclarations, des discours que Marcuse a pu lire, notamment dans le journal des étudiants de Fribourg, et des textes, je vais essayer de retrouver mes notes pour être un peu plus précis, donc des textes en tout cas qui sont par leur force déjà tout à fait choquants, j'aimerais dire, si on veut, oui voilà, dont le fameux, par exemple, le Führer lui-même et lui seul est la réalité allemande présente et future et votre loi, s'adressant aux étudiants. Bon, c'est un texte, je veux dire, sans ambiguïté. Hein. Bon,
Voilà. Ce qui est intéressant pour moi comme historien, c'est de voir que ce tout début de l'affaire Heidegger de 1934, d'une certaine façon, reste d'actualité, mais avec cette accumulation de sources qui sont venues se rajouter, eh bien, on a des moyens d'avoir une vue plus précise, plus ample, plus nuancée de ce que peut être ce nazisme et ses évolutions, sachant que c'est pas parce qu'on a des textes que magiquement on sait ce qu'ils veulent dire et qu'on peut les ancrer facilement dans un temps, surtout avec un auteur aussi difficile que Heidegger. Voilà. Donc, nous avons parlé d'Habermas, et je pense que c'est important d'en reparler, puisqu'il pose l'un des enjeux historiques, intellectuels, du rapport à ce nazisme. Et si on en a parlé justement en introduction, Luc, là, vous l'avez fait, mais c'est parce que c'est une question classique, mais elle est non seulement classique, mais elle est toujours actuelle, pertinente. Hein. Bon, cette idée de penser à Heidegger contre Heidegger, si on regarde le texte de Marcuse, hein, qui est un texte, l'un des jalons de cette affaire Heidegger, mais là, en Allemagne, d'abord, il réagit à ce passage célèbre, qui en lui-même, franchement, a de quoi faire réfléchir quand même, un peu nettement. Donc c'est sur la page 152 de l'introduction à la métaphysique. Hein. Où Heidegger parle de la vérité, la grandeur interne de ce mouvement, entre parenthèses, notamment avec la rencontre de la technique déterminée planétairement et de l'homme moderne. Bon, manière de voir une grandeur si on veut, et en tout cas tout autant une nécessité historique, un rôle historique dans le nazisme. Et vous voyez, on est... alors ce qu'on a vu après coup, c'est que ça a été retravaillé, il a retravaillé ce texte, même si bien sûr il y a une continuité très forte avec ce qu'il a prononcé en 1935. Mais c'est la réflexion de Habermas, nous sommes après-guerre, et publier ce texte en disant qu'il n'a rien changé, ou en faisant... comme si, justement, il n'avait rien changé, c'est d'une manière ou d'une autre reprendre à son compte ce qu'il pensait. Au fond, c'est sa pensée profonde. Un autre témoignage intéressant de ce propos, c'est l'entretien au Spiegel, hein, qui a été publié donc, de 1966, qui a été publié après sa mort. Mais... on a, dans des termes très simples, un rejet de la démocratie comme étant, on pourrait dire, inférieur à la tâche du temps, et au fond, rien de tel qu'un régime totalitaire pour faire face à ce défi donc, de la technique planétaire. Bon, alors, qu'est-ce que Habermas entend par réfléchir avec Heidegger contre Heidegger? Si on dit les choses assez simplement, c'est prendre le Heidegger des années 20, des traitants. Hein, dans son texte, il parle des traitants, il le met, je cite, pour lui, être traitant, c'est l'événement philosophique le plus important depuis la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Bon. Donc, à partir de là, l'idée de Habermas, c'est garder être traitant, et donc le Heidegger 1, pour dire les choses de manière un peu rapide, comme font les historiens de la philosophie lorsqu'ils aiment bien distinguer le Heidegger 1 le Heidegger 2, le Heidegger 2 à partir des années 30, la Kehre, etc. Et donc, au fond, d'une manière classique, en tout cas, penser avec Heidegger contre Heidegger, c'est sauver être étant et s'appuyer dessus pour faire la critique notamment de ce Heidegger nazi des années 30 et d'une certaine façon de cette introduction à la métaphysique assumée, publiée donc en 1953 et où on voit quand même très clairement aucun repentir critique sur le fond de ce que a pu être le nazisme, au moins à ses yeux. Bon, alors aujourd'hui ce qui change, je pense, c'est que on peut encore une fois interpréter Heidegger, c'est difficile. Mais autant, je pense tout à fait anachronique de voir un nazisme dans être étant. La conversion de Heidegger au nazisme, on peut la dater assez facilement en 1930. Voilà, il y a des sources qui permettent de le voir, notamment dans la correspondance à sa femme. Bon. Mais lorsque on remet Heidegger dans, on pourrait dire,
l'écosystème culturel de l'époque, il se situe très nettement à droite ou à l'extrême droite, ce qui est tout à fait banal. Hein, au fond, en Allemagne, dans les années 20, disons-le, être un intellectuel, finalement, comme nous, on va avoir envie de le concevoir, libéral, sociodémocrate, un peu comme Peter se déterminait tout à l'heure, eh bien, on était, de certaine façon, has-been, hein, si j'ose cet anglicisme. Hein. La modernité, elle était soit à l'extrême droite, dans cette mouvance qu'on appelle aujourd'hui, de manière critiquable sans doute, mais révolution conservatrice d'un côté, et qui est l'une des matrices intellectuelles du nazisme, le nazisme n'ayant pas inventé grand-chose hein, intellectuellement, et de l'autre, le communisme, hein, qui est aussi un système révolutionnaire, hein, tel qu'il était pensé à l'époque. Voilà. Donc l'avant-garde, finalement, dans les années 20, on est vite, surtout en Allemagne, ou à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, et en cela, Heidegger se distingue assez peu hein, de la plupart de ses contemporains. Bon, voilà, donc au bout du compte, cette parution des Cahiers noirs, elle me semble très importante pour revisiter, comme je l'ai dit, des sources ou des propos. Je prendrai juste l'exemple de la très fameuse Dummheit, hein, l'idée de la bêtise que Heidegger a repris à plus d'une reprise après-guerre pour parler de son engagement nazi, parler du rectorat. Alors, c'est l'une des pages qui m'ont le plus marqué, justement, où, en fait, à longueur de page, sur des années différentes, Heidegger parle de ces Dummheit, dès cette période nazie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que pour lui, l'enjeu, c'est pas son engagement nazi, c'est pas... Il n'y a pas une forme de regret tel que un heideggerien aujourd'hui pourrait le souhaiter. Enfin, Martine, pourquoi toutes ces affinités nazies? Pourquoi pas un repentir sincère? C'est vrai que ça serait plus commode. Non, c'est cette idée de un regret par rapport au fait qu'on ne pouvait pas l'entendre, que faire une révolution spirituelle et donc intellectuelle, si on parle français, hein, culturelle, à l'université, c'était perdu d'avance. Les résistances étaient trop grandes, et il parle beaucoup de la machine, du fonctionnement. Hein. Et vous voyez, en faisant cela, je pense notamment à, j'en terminerai là, un témoignage de Karl Lewitt. Hein, Karl Lewitt, qui est un de ses anciens élèves, l'un de ceux qui, le premier, a porté la critique après-guerre, hein, donc notamment qui était le centre de la polémique entre critique et l'État moderne, donc 46-47. Bon. Donc Lewitt, dans son récit autobiographique de 1940, qui était publié en 1983, eh bien, voit des choses très justes. Hein. Justement, il fait le lien, il parle d'une discussion avec Heidegger en 1936, et il dit qu'il voit le lien entre les traitants, justement, dont je parlais tout à l'heure, et son engagement nazi. Et d'après Lewitt, oui, il y a un lien tout à fait nécessaire. Alors, on peut se méfier, bien sûr, d'une reconstitution de Heidegger en 1936, hein, qui fait le lien entre son livre de 1927 et son engagement de 1933. Oui, bien sûr. Mais, en tout cas, ce que dit Heidegger à ce moment-là, par exemple, qu'il avait surestimé ce poids de l'appareil bureaucratique, la vitalité des églises chrétiennes, c'est tout à fait intéressant. Comme Nicolas Weig le souligne, eh bien, dans les Cahiers noirs, on voit quantité d'attaques contre le christianisme, notamment contre le catholicisme. Alors, c'est pas nouveau, on en voit ailleurs. Hein. Hugo, qui est le premier historien biographe à s'être intéressé sérieusement à Heidegger, eh bien, avait non seulement montré les origines catholiques de Heidegger, mais aussi, en fait, qu'il avait engagé un combat, au moins intérieur, contre le catholicisme. Bon, donc les Cahiers noirs permettent de confirmer beaucoup de choses qu'on pouvait se dire, et ils ont contribué très très nettement à changer le consensus dominant Merci. Sur cet antisémitisme et ce nazisme de Heidegger. Merci Guillaume Payen, je vous coupe un peu, je me permets, parce que si on veut que la discussion s'ouvre, et il reste encore Emmanuel Faye qui n'a pas encore parlé, et qui, au vu des notes qu'il a prises
pendant cette première partie de discussion, a quelques petites choses à dire. Merci Julie Clarini. Je voudrais remercier Madame Deussen de m'avoir convié à participer à cette table ronde et également Nicolas Veil de m'avoir, je crois, suggéré pour cette discussion. J'aurais aimé qu'elle peut-être associe aussi la présentation du livre de l'autre livre contemporain sur les cahiers noirs, autour de la réception des cahiers noirs, plutôt de François Rastier, mais il y aura une deuxième séance, donc finalement la discussion s'élargit. Je ne veux pas dramatiser, mais j'étais frappé de la diversité des tons des trois intervenants. Peter Travny a dramatisé la discussion, puisqu'il parle d'un moment de violence, presque au seuil d'une guerre civile. Et il est vrai que nous sommes exactement un siècle après la création du parti nazi, 2019, et nous vivons quelque chose dans le langage que nous ne pensions pas, je crois, vivre de notre vivant, qui est le retour, par exemple, dans une partie des mouvements politiques constitués, qui sont dans des assemblées, au Bundestag ou ailleurs, de la légitimation du mot völkisch. Donc, effectivement, il y a là quelque chose, une violence dans le langage dont il faut tenir compte. Une violence qui est soutenue par des lecteurs radicaux de Heidegger. Vous avez par exemple un politologue américain qui vient de publier un article sur Dugin et il résume dans un entretien avec Dugin sa lecture de Heidegger. Pour Heidegger, das Dasein existiert völkisch. Donc le Dasein existe de façon... comment le traduire völkisch, je le laisse non traduit, à moins que... nous verrons, justement, nous le laissons dans son terme. Alors maintenant, les cahiers noirs. Les cahiers noirs sont, je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un écrit très important. Les écrits de Heidegger sont composés d'au moins 3 strates, les cours, les traités composés de fragments et édités avec Fritz Heidegger, Beiträge, Besinnung, Histoire de l'être, du commencement, etc. Et puis, finalement, ces textes qui ont une chronologie, qui s'inscrivent dans une chronologie et qui sont très importants par rapport au recueil d'aphorismes, parce que dans les recueils d'aphorismes, nous savons que dans l'édition, il y a eu des coupures. Silvio Vietta explique que 20% des textes pour les Beiträge ont été supprimés. Et Peter Travny nous a dit en 2014 qu'il avait lui-même, sous pression des ayants droit, dû supprimer une phrase dans laquelle, dans le tome 69, Heidegger affirmait la propension des Juifs à la criminalité planétaire. Évidemment, cette phrase dans l'histoire de l'être modifie toute la lecture. Donc maintenant, depuis 2014, avec ces cahiers noirs, nous avons les pièces manquantes. Nous savons que derrière les mots de Machenschaft, Riesige, Berechnung, donc calcul, manigance ou gigantesque, quelque chose comme la Judenschaft, comme la juiverie internationale, se trouve présente dans l'esprit de Heidegger. Donc évidemment, nous relisons tout autrement ces textes, et à partir de là, se posent des problèmes d'interprétation. À plusieurs reprises, et c'est un point, j'avoue, qui me fait chaque fois sursauter, j'ai entendu dire que les cahiers noirs étaient comparables aux essais de Montaigne. Je crois que ni pour la composition et la forme, ni sur le fond, on ne peut recevoir cela, et j'y reviendrai justement sur un point essentiel. Le rapprochement avec Nietzsche est un peu plus défendable pour la raison suivante. Non pas, à mon avis, sur le plan de l'écriture. Je crois que tout lecteur de l'allemand trouvera quand même un autre plaisir à lire l'allemand de Nietzsche que celui de Heidegger. Mais Heidegger était chargé officiellement de préparer l'édition de La volonté de puissance aux archives Nietzsche auprès de la sœur de Nietzsche et de quelques autres Nietzschéens nazis. Et au fond, au lieu de publier La volonté de puissance, il a organisé son propre Narlas en préparant avec Fritz ces grands recueils et en écrivant cette suite de fragments que sont les cahiers noirs.
Maintenant, sur le fond, une des phrases clés des Cahiers noirs, c'est celle où Heidegger affirme que, je cite, le principe de l'allemand est le combat pour sa Wesen, non pas sa fervescence, comme c'est traduit chez Gallimard, de façon très molièresque, mais le combat donc pour son essence la plus propre. Et à cette phrase, je crois qu'on peut opposer une phrase qui peut être la plus connue des essais. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Donc évidemment, là, nous avons des principes qui sont antinomiques. Et précisément, sur cette question d'essence la plus propre, qui est, je l'ai montré dans mes essais, la façon dont Hitler lui-même définit l'appartenance à la race. Il la définit par la eigene Wesen, eigentlicher Wesen, donc l'essence propre ou l'essence authentique. Il y a un concept clé qui est employé à 2 reprises par Martin Heidegger dans le tome 96, non encore traduit, juste au moment dont parlait Guillaume Payen, moment capital où effectivement un nouveau front s'ouvre en Russie. Ce concept, c'est celui de Wesensrecht, droit de l'essence ou droit essentiel. Ce concept de Wesensrecht qui, au fond, sert à supplanter le concept de Naturrecht. Il n'y a plus de droit naturel, il y a un Wesensrecht, et ce Wesensrecht, c'est le droit qu'un peuple a de s'affirmer lui-même envers et contre tout. Alors, ce point est central, c'est peut-être un des concepts les plus importants des Cahiers noirs, et comme on le verra, il est aussi dans les cours sur Nietzsche, mais de manière curieuse. Heidegger écrit que le recours... Ah oui, alors, il faut que je situe les choses, si vous voulez. Il y a quelque chose de néo-hegelien chez Heidegger, c'est-à-dire que chacun de ses textes est un commentaire de l'actualité. En mai-juin 40, au moment de l'invasion de la France, il y a ce texte, conclusion d'un cours sur Nietzsche, où Heidegger explique que la motorisation de la Wehrmacht est un acte métaphysique, plus important que la suppression de la philosophie de l'enseignement. Ce texte, il le supprime dans l'édition du Nietzsche de 61. Il n'apparaît que de manière posthume. Et il y a une phrase juste avant où Heidegger, dans son texte original, fait référence au Wesensrecht, mais il enlève le mot et le remplace par droit de l'origine. Le mot est rétabli dans l'édition posthume. Donc ce concept de Wesensrecht est là. L'interprétation de cette fameuse motorisation de la Wehrmacht fait couler beaucoup d'encre, parce qu'évidemment c'est un point un abcès de fixation. Or, un an plus tard, en novembre 1942, la Wehrmacht se trouve dans une autre situation. C'est-à-dire que cette fois, la motorisation est du côté soviétique. C'est-à-dire que avec l'opération Barbarossa qui commence trop tard, l'armée allemande enfonce le front russe, mais elle se trouve à 30 km de Moscou et elle n'arrivera même pas, comme Napoléon, à y rentrer. Bon, Napoléon, ça n'a pas été pour lui une réussite et je ne le défends pas. Mais Hitler, la Wehrmacht s'est arrêtée à 30 km parce que les chars T-34 faits pour le froid, l'essence ne gelait pas, etc., ont permis de stopper l'avancée. Et là, le discours de Heidegger se modifie un peu parce que, étant donné que finalement la technicité est de l'autre côté, il faut faire appel de manière plus forte à ce Wesensrecht. Et là, Heidegger prend position. Il dit: nous avons une tâche. Nous avons une tâche. Si l'Allemand ne veut pas que soient morts en vain ses soldats, eh bien, il faut, etc. Et là, il y a quelque chose de programmatique qui est explicité. Donc, c'est très intéressant de voir quand le texte heideggerien est d'une apparente neutralité et quand il devient programmatique. Alors, j'aurais vraiment voulu répondre à plusieurs points des propos de Nicolas Vell, de Peter Trovny, parce que il y a dans les Cahiers noirs une critique du nazisme, et on peut très bien montrer, et je le ferai si la discussion va là-dessus, que ce que Heidegger reproche aux nazis, c'est de manquer de radicalité.
Ils sont trop petits bourgeois, ils ne sont pas assez barbares. Le national-socialisme peut dériver vers un rational-socialisme. Mais je pense que Peter Trovny était allé trop loin en 2014, je ne sais pas s'il le soutient encore, lorsqu'il mettait vraiment vis-à-vis exactement nazi et Judenschaft. Il n'y a pas du tout cette mise en parallèle à ce point. Heidegger, très précisément, fait des différences essentielles et jamais, vous le savez, il n'y aura un mot d'éloge pour la Judenschaft, alors que l'éloge du mouvement nazi sera publié en 1953 avec la réponse d'Habermas. Il faut rappeler d'ailleurs que Habermas, en 2005, a désavoué sa lecture ancienne de Étretant en disant « Je lisais Étretant avec les yeux de Kierkegaard », sous-entendu, ce n'est plus le cas. Donc Habermas lui-même en 2005 a évolué. Ce qui fait que quand vous disiez, Nicolas, qu'il y va du sort de la philosophie, y compris à l'université, oui, je suis d'accord, mais précisément ce qui menace la philosophie, c'est la position de Heidegger, de dire en 40, peu importe que la philosophie disparaisse des universités, ce qui importe, c'est la motorisation de la Wehrmacht. Et il y a... je crois qu'il y a longtemps qu'il n'y a plus d'autonomie de la philosophie chez Heidegger. Tout au long des années 20, notamment face à Cassirer, il explique qu'au fondement de l'acte de philosopher, il y a une Weltanschauung. C'est la vision du monde, dit-il, qui détermine le philosopher. Où est l'autonomie du philosopher ? Et donc cette position de la vision du monde détruit l'autonomie du philosopher. D'ailleurs, les premiers cahiers noirs sont explicites. La métaphysique doit laisser la place au métapolitique. Fin de la philosophie, écrit Heidegger. Dans les années 40, ce qui est central, c'est la référence au Wesensrecht, je pense. Et donc, je viens d'écrire un essai qui va paraître dans un ouvrage collectif américain où s'affrontent des lectures très, très contrastées de Heidegger. Je crois qu'un élément nouveau et qui est positif, c'est que il est possible aujourd'hui, je ne veux pas avoir été trop véhément, c'est l'histoire de Montaigne qui m'a un petit peu, j'avoue, j'ai passé beaucoup d'années à lire les essais de Montaigne et c'est un ouvrage si remarquablement composé, enfin c'est vraiment quelque chose à mon avis qui est un fondement pour aujourd'hui, qui justement maintient l'autonomie de la philosophie. Notamment les pages de Montaigne où il décrit le sort des Juifs portugais, dont les enfants sont jetés dans des puits. Il y a là une sensibilité humaine et un sens philosophique où la distinction énorme, dit Montaigne, entre conscience et dévotion. Oui. Je pense que la discussion est bien ouverte et ce qui importe, donc, c'est de montrer que le danger, pour répondre à Peter Trovny, n'est pas, à mon avis, dans la philosophie, mais dans la destruction de la philosophie. Et donc, ne faisons pas supporter à la philosophie la responsabilité des pulsions destructrices heideggeriennes. Et je crois que sur un point, je m'accorde avec Trovny, c'est lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de philosophie du meurtre. Alors, je vais donner la parole à Nicolas Veil en lui demandant comment... J'ai encore oublié ce fameux micro. Je vais donc donner la parole à Nicolas Veil pour qu'il réponde et en lui demandant donc comment il répond à ce que j'ai compris comme un paradoxe, l'interpellation d'Emmanuel Faye, c'est-à-dire comment faites-vous pour sauver Heidegger pour la philosophie, par sa philosophie et malgré lui ? Alors c'est un programme, en effet, peut-être d'un autre ouvrage qui serait consacré au cahier suivant, non pas encore traduit, mais pas tous encore publiés, puisqu'on voit dans les cahiers noirs qui suivent le volume 97, c'est-à-dire la fin de la guerre, et qui correspond à la fin de la guerre et au début des années 50, le ton s'apaisait, le style nietzschéen ou la présence nietzschéenne disparaître ou s'effacer, et peut-être ce qu'on pourrait qualifier de violence rhétorique apocalyptique s'atténuer sinon avec les événements, en tout cas dans la pensée de Heidegger. Et on aurait effectivement des réponses. Bon, je pense que
Dans les cahiers noirs, ce qui est constant, c'est les entrées qui concernent la relation à l'être, ou ce que l'on traduit l'être avec un Y. Cela quand même concerne la philosophie, malgré la brutalité avec laquelle, peut-être la brutalité hypertrophiée avec laquelle Heidegger nous jette sur cette question de l'être dans les cahiers noirs. Malgré tout, on ne peut en faire l'économie. Et même au milieu des passages que vous analysez avec beaucoup de justesse, ce qui prédomine dans la lecture de l'ensemble, c'est le développement de la pensée heideggerienne qui passe de être étant de la perspective du Dasein à celle de l'être et de l'événement. Alors je sais que sur la question de la coupure ou non que représente être étant, à Heidegger 1 et à Heidegger 2, des travaux et des livres sont en cours sur le sujet. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Sur la comparaison avec Montaigne, je vais faire court. J'ai pris à la page 30 et dans la note 29 de mon propre livre, pardon pour cette cuistrerie, beaucoup de pincettes et de précautions. J'ai parlé d'ailleurs non pas de comparaison, mais de mise en regard d'éléments qui me paraissent se retrouver, mais après tout, dans le dernier livre de Claude Romano, il y a des lignes de fuite qui sont tracées entre Rousseau, alors c'est encore plus scandaleux, et la pensée de Heidegger, qui reprend Rousseau, Heidegger ontologisant d'une certaine manière la pensée de l'amour-propre chez Rousseau. Je renvoie au dernier livre de Claude Romano. Donc, je me sens assez légitime pour prendre des éléments qui sont au fond des philosophèmes, tout simplement, et sans, bien sûr, assimiler l'un à l'autre. Alors, je voulais juste signaler un paradoxe parce que, effectivement, comme l'a souligné aussi Guillaume Payen, qui a vraiment mis en valeur et en exergue cette dimension des cahiers noirs très étonnante, outre ce qu'on peut appeler critique du nazisme, et là-dessus je rejoins tout à fait l'analyse d'Emmanuel Faye, c'est les attaques d'une violence extrême contre le christianisme, le jésuitisme. Il y a une et au fond c'est peut-être l'aspect le plus politique, le plus directement politique qu'on peut trouver des cahiers noirs. Et pourquoi je parle de paradoxe? Parce que les bordées contre le christianisme cohabitent en même temps avec un ton sotériologique où, d'une certaine manière, l'advenu de l'Est remplace le sacré, comme s'il y avait au fond là une véritable compétition. Alors peut-être Peter Travny, faut-il revenir sur ce que comportent ces cahiers noirs. On a entendu donc évidemment tous ces éléments antisémites qui ont beaucoup retenu l'attention. Maintenant, on a évoqué pendant ce débat la critique du christianisme. On a évoqué aussi la critique du nazisme, avec cette expression le nazisme vulgaire. Et Emmanuel Faye vous disait, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en comparaison? Qu'est-ce qui est au fond la source de la détestation pour Heidegger? Est-ce que vous pourriez nous éclairer quel est votre point de vue? Peut-être il faut dire quelque chose sur les cahiers noirs de ma perspective. Bien sûr, pour moi, les cahiers noirs sont une trace d'un pensée très intensif et bien sûr très risquant. Et il y a une critique, bien sûr, d'une
du christianisme, il y a une critique de jésuitisme, il y a une critique des Lumières, il y a une critique de la critique, il y a une critique de la philosophie, bien, par exemple, à propos, bien sûr, la destruction de la philosophie chez Heidegger, c'est pas la destruction ordinaire, c'est un concept particulier. Mais même s'il y a une destruction de la philosophie c'est toujours la philosophie, c'est toujours la destruction de la philosophie. C'est un élément de la philosophie. Nietzsche, la pensée de Nietzsche, c'est une destruction de la philosophie, bien sûr, parce que la philosophie, c'est une destruction de soi-même. Mais, bien sûr, il y a des phrases sur les Juifs dans la fin des années 30. Et cette phrase sont absolument pour moi c'est pas possible de travailler avec ça. Peut-être je veux dire quelque chose en allemand. Dieser Antisemitismus ist natürlich also in meinen Augen zunächst einmal ist es ein Antisemitismus. Er ist nicht zu rechtfertigen und er ist auch nicht zu rechtfertigen durch rhetorische oder sehr sophistische Interpretationen. Und die schwarzen Hefte, die Cahiers Noirs, sind sie sind in einer gewissen Hinsicht die einzigen Dokumente also wir haben natürlich woanders in Briefen auch antisemitische Äußerungen. Wir haben auch in dem Text, den Herr Fey erwähnt hat, von 38 einen antisemitischen einen Satz. Aber in den schwarzen Heften, zu einer Zeit, in der Heidegger eigentlich dazu tendiert, den Nationalsozialismus zu kritisieren, gibt es diese meiner Ansicht nach seinsgeschichtlich antisemitischen Äußerungen. Mit diesen Sätzen belastet sich natürlich dieses Denken selbst. Das ist gar keine Frage. Aber ich sehe auch keine Möglichkeit, also ich sehe schlichthin keine Möglichkeit mit diesen Positionen, ich glaube, das hat auch Herr Payan in einer gewissen Hinsicht gesagt, ich sehe keine Möglichkeit, mit diesen Positionen heute irgendwie zu arbeiten. Diese Seiten der schwarzen Hefte, also diese in einer gewissen Hinsicht rassistischen Äußerungen, sie werden dort stehen in diesen Heften und sie werden dort stehen bleiben, aber sie sind nicht in keiner Weise anschlussfähig. Ich meine, wer sollte sich mit den Protokollen der Weisen von Zion beschäftigen, wenn er nicht in diesem Kulturkampf, den ich erwähnt habe, wie soll man sagen, vielleicht ein Schüler von Steve Bannon sein möchte. Aber das ist der Wahnsinn, nicht wahr? Ich meine, wie soll man an diese Dinge anknüpfen? Diese Dinge sind verloren und sie sollen verloren sein. Was für mich nicht eben die Qualität der schwarzen Hefte so belastet, dass ich nichts von ihnen lernen kann. Was ich von ihnen lernen kann, habe ich vorhin schon einmal gesagt, eine Intensität des Denkens, um des Denkens willen,
die es im 20. Jahrhundert vielleicht noch bei Wittgenstein gegeben hat, aber die es heute gewiss nirgendwo mehr gibt. Das heißt also, man kann in den schwarzen Heften, in diesen Fragmenten, ja, in diesen spontanen Improvisationen denken lernen. Frei denken lernen. Mit allem Risiko, das damit zusammenhängt. Das heißt aber natürlich nicht für mich jedenfalls, dass ich inhaltlich, materiell bestimmte Gedanken aktualisieren kann. Und erst recht natürlich nicht politische Gedanken. Also ein Diskurs über das Wesensrecht der Deutschen ist schlechthin sinnlos. Das ist etwas, das in den Abgrund des Unsinns gehört. Alors, je vais vous demander de répondre, peut-être Emmanuel Effaye, et puis ensuite Guillaume Payen donnera sa réponse ou son interprétation de finalement cette difficulté aussi qu'on entend plutôt à parler sur le même plan, en fait. On voit bien que là, on a des exposés et on a des prises de parole qui sont très différentes, et ensuite, ce sera les questions de la salle. Oui, je reviendrai rapidement sur 2 points. Tout d'abord, la question de l'être. Il est intéressant de voir que le premier philosophe allemand dans les années 20 qui soutient que la philosophie commence avec les distinctions de l'être et de l'étant, ce n'est pas Heidegger, mais Ernst Cassirer, dans les premières phrases de la philosophie des formes symboliques. Et le début de être-étant, enfin, j'ai souhaité montrer ça dans une étude qui doit paraître en allemand justement ce mois-ci, c'est ce colloque sur être-étant dont vous parliez. Heidegger, à mon sens, comme il l'a fait avec Rosenzweig, comme il l'a fait différemment avec Karl Brahe, parce que Karl Brahe il le reprend, Rosenzweig il le retourne, s'empare de cette position de Cassirer pour l'inverser complètement et tout en taisant sa source. Il n'ouvre pas un débat philosophique avec Cassirer, c'est une sorte de travail de prédation. Il s'empare du thème de Cassirer. Et que fait Heidegger de l'être? Il en fait ce qu'il appellera à 2 reprises un mot crypté, un Deckname, dit-il, une formule. Donc il faut voir ce que devient cet être qui, dans les cahiers noirs, prend la forme d'un Y et qui devient finalement une nouvelle mythologie de l'être, un mythos et non plus, à mon sens, une pensée. Voilà ce que je peux dire en 2 mots, mais il faudrait développer, bien sûr. Sur maintenant ce que beaucoup ont tiré du premier livre de Peter Travny sur les cahiers noirs, je voulais lui poser la question s'il se reconnaît complètement dans ce que l'on a tiré de sa lecture, notamment un article du Monde qui résumait son livre. Beaucoup, notamment Jean-Luc Nancy, pense avoir repris votre thèse en disant qu'au fond, Heidegger est d'abord nazi et ensuite, quand il devient antisémite, il ne l'est plus. Alors je résume, mais en gros, consiste à s'étonner que, comme le disait tout à l'heure Nicolas Weil, les énoncés antisémites dans les cahiers noirs sont essentiellement entre les années 38 et 43. L'engagement nazi, pense-t-on, le plus fort est entre 33 et 35. En fait, je pense qu'on peut bien montrer que, comme toujours chez Heidegger, il y a une logique liée à l'actualité. La parole antisémite se libère exactement au moment de la nuit de cristal, c'est-à-dire au moment où le nazisme autorise les pogroms, détruit les synagogues, et vous avez Gurlitt, élève de Heidegger, Halbjude dans l'expression de l'époque, qui, dans le séminaire de Heidegger, il voit brûler la grande synagogue de Fribourg juste à 2 mètres, et Heidegger, en 3 heures de séminaire, ne dit pas un mot. Mais à partir de là, effectivement, cette parole antisémite se libère. Heidegger peut dire ce qu'il pense du Weltjudentum, sa supposée criminalité, etc. Autre point
le national-socialisme n'est pas mis sur le même plan que l'américanisme, que le bolchevisme. Il y a quand même des distinctions fortes qui sont tout à fait marquées justement dans les pages sur le Wesensrecht, mais ça, il faudrait montrer les textes. Notamment, Heidegger fait bien la différence entre fascisme et nazisme. Il reproche au fascisme d'avoir trop pactisé avec le christianisme, de même que visiblement, comme pour Nietzsche d'ailleurs, une des principales choses qu'il reproche aux juifs est d'avoir engendré le christianisme. Donc les attaques contre le christianisme ou le catholicisme ne sont pas dissociées de l'antisémitisme. Guillaume Payen. Oui, donc... Il faut... Voilà. Il faut vous appuyer sur le bouton, toujours, ce fameux bouton qui vous résiste. Voilà, merci. Oui, donc, ce que j'apprécie beaucoup dans ce que dit Peter Travny, c'est l'importance du choix. Alors, je me pose, non pas en philosophe, mais en historien, mais je le vois comme un éloge de l'esprit de finesse. C'est-à-dire que si on veut lire aujourd'hui Heidegger, eh bien, forcément, on fait un choix, mais on fait toujours un choix. Même la lecture de Heidegger dans les années 20, dans les années 30, reposait sur un choix, conscient ou non. Hein. Et je pense que c'est important d'assumer cet esprit de libre examen et j'oserais même dire, pourquoi pas, un mot grossier aujourd'hui, hein, mais une forme d'éclectisme, pourquoi pas, à partir du moment où il est, j'allais dire, assumé et cohérent. Même si on pourra dire qu'un éclectisme est forcément incohérent, mais je pense que c'est une manière un petit peu biaisée de voir les choses. Alors cet esprit de finesse, je pense qu'on doit aussi l'avoir dans l'examen des rapports entre Heidegger et le nazisme. Je pense qu'il y a une erreur profonde à mettre d'un côté Heidegger et de l'autre côté le nazisme. Le nazisme en fait un bloc. De même que la pensée de Heidegger n'est pas tout d'un bloc, parce qu'il y a des éléments différents dedans et qu'il évolue, de même le nazisme n'est pas un bloc. C'est un ensemble de personnes avec des sensibilités dont on peut montrer les points communs, évidemment, mais avec des différences notables. Et je pense que la discussion mériterait à justement réinscrire Heidegger comme étant un philosophe nazi au sein d'un système pluriel, avec des intellectuels, même pluriels et nazis, hein, et donc à ne pas forcément opposer toujours terme à terme d'un côté Heidegger, de l'autre côté le nazisme. Lorsque, alors on trouve explicitement sous sa plume des critiques du nazisme, ça j'en suis tout à fait d'accord, je ne le remets pas en cause. Ce que je remets en cause, c'est le fait qu'on prend un peu trop au pied de la lettre ce que dit Heidegger, cette manière qu'il a de se poser seul, face à l'histoire, face au nazisme justement, alors que de fait, quand on regarde finement donc ces textes, le Cahier noir ou au fond, le reste de ces textes, on voit bien qu'il est nazi, hein, y compris durant la guerre. Hein. Alors on le voit sur des choses assez ténues, mais moi ce qui me frappe, c'est que durant cette Seconde Guerre mondiale, on a des traces de ce qu'on peut appeler, si on veut, un hitlérisme. Hitlérisme compris comme une fascination authentique de Heidegger pour Hitler. Hein. Par exemple, il demande à sa femme s'il y a encore des tirés à part du discours de Potsdam, hein, donc 1933. Bon, autant donc autour de cette idée, par exemple, il se félicite notamment que le Führer est reconnu dans le penseur et dans le poète des travailleurs. Hein. Donc voilà, en même temps que Heidegger critique des nazis, qui critique l'évolution d'ensemble du régime, en même temps il est très profondément nazi, de manière singulière aussi. Hein. Et c'est pour ça que je pense que l'un des principaux apports d'un regard sur Heidegger, vous voyez, si je me mets un petit peu à distance de ce que je fais en tant qu'historien, je pense que l'un des principaux apports, c'est justement de travailler cette finesse. Et je pense que si nous étions, si elle était plus développée, justement, on aurait peut-être un peu moins de guerre idéologique, hein, un peu moins de violence dans les médias, dans la rue. Hein. C'est justement prendre un peu plus de recul qu'on apprenait, ce qu'on fait à l'université, hein, normalement. Et justement avoir cet esprit de libre examen qu'on voyait, par exemple, dans la bouche de Peter Travny. Je termine sur un point qui me semble crucial, qui est le lien entre Heidegger et le catholicisme.
bon, Nicolas Weil en a parlé, mais je pense que on ne peut pas comprendre le rapport messianique de Heidegger à l'histoire, au nazisme, sans voir qu'il y a en fait en lui une forme de foi sécularisée. Il est né dans un milieu très catholique, il devait devenir prêtre, c'est justement ce qui lui a permis de faire des études, hein, et il a rompu avec l'Église catholique, donc progressivement, bon, pour des raisons diverses, mais lors de la Première Guerre mondiale. Cette rupture se fait explicitement en 1919, hein, et bon, les choses sont compliquées, ça va prendre au fond 10 ans pour devenir beaucoup plus brutale, mais elle vient pour la première fois en 1919, et elle va de pair avec une volonté de révolution, hein, ce qui revient, vous voyez, le sous-titre de mon livre, catholicisme, révolution, nazisme, est justement pour moi une lecture clé, hein, lecture clé, enfin, indépassable en tout cas de mon point de vue historien, pour comprendre l'évolution de Heidegger. Et donc justement, cette sorte de foi, de nécessité de l'histoire avec un grand H, un lien nécessaire, indépassable, au fond, je n'arrive pas à ne pas voir à quel point on avait déjà ce genre de position, j'allais dire très fermée pour le coup, dès son époque catholique, dès sa jeunesse, dès les années 10. Hein. Voilà. Mon dernier mot, c'est justement sur le fait que ce messianisme théologique, mais sécularisé, eh bien, le met encore une fois de plein pied dans le nazisme, qui est en très grande part une religion sécularisée. Voilà. Merci. Alors, je pense qu'il y a un micro. Voilà, il y a un micro pour les questions que vous auriez à poser. Bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup à tous les intervenants de leur approche très, très variée et complexe. Je ne saurais que saluer le mot de M. Payen. Effectivement, je crois qu'il y a une grande complexité à avoir, y compris pour Heidegger et y compris pour l'analyse du nazisme. Il faut saluer aussi M. Fay, je crois, qui est le premier à avoir révélé au public français en 2006 l'existence des cahiers noirs. Voilà, ça me semble, dans un face-à-face avec Fédier, qui avait l'air de dire que ça n'existait pas trop à l'époque. Vous me corrigerez si je me trompe. Je voudrais tout simplement poser une hypothèse de travail. Il me semble que en fait, tout se passe comme si, finalement, nous ne parvenions pas, malgré les efforts renouvelés, à entrer réellement dans la pensée de Heidegger. Donc, je répète, c'est une hypothèse de travail. Je pense qu'elle est effectivement d'une difficulté extrême, et que les chemins que nous empruntons pour y parvenir sont toujours trop simplifiants, et qu'il faut vraiment entrer dans le détail de beaucoup, beaucoup de choses. Je voudrais poser une question à M. Fay sur la notion de Völkisch. En fait, Hitler récuse ce terme dès 1925. Donc ça me paraît difficile de dire d'en faire un argument par rapport à une adhésion éventuelle de Heidegger au nazisme, étant donné que les nazis eux-mêmes le rejettent fondamentalement. Sur la question des Beiträge, vous avez dit qu'il y a 20% qui ont été évacués. Donc ça, j'aimerais beaucoup avoir votre source, parce que ça me paraît une question capitale. Sur les Beiträge, justement, à mon avis, la vraie difficulté de Heidegger, elle se situe dans les Beiträge. Et je crois que le terme de métapolitique ne recouvre pas du tout, mais alors pas du tout, un projet nazi. Les Beiträge parlent de quelque chose qui est extrêmement difficile,
qui a profondément à voir avec l'art et qui me semble extrêmement éloigné du projet fondamentalement destructeur du national-socialisme. Là, il y a vraiment un autre chemin que Heidegger prend. Les textes à partir de 1934 sont radicalement critiques. Je pense qu'en 1953, en fait, Heidegger part de la vision qu'il a eue du national-socialisme, mais en tout cas, il ne parle plus du tout du national-socialisme réel, qui est qui, du point de vue de Heidegger même, est quelque chose de catastrophique. Il a les mots les plus durs, à la fois pour Hitler et pour Rosenberg, dans les Cahiers noirs. Et enfin, je terminerai à une double question à Peter Trauni. Also vielleicht spreche ich Deutsch, so ist das einfacher. Im Band 98 schreibt Heidegger sehr präzis, dass man keine Anthropologie sehen soll in sein Werk und ganz besonders in Sein und Zeit. Jetzt kommt meine einzige Frage. Können wir jetzt erfahren, was wäre die Orientierung von den nächsten schwarzen Heften? Weil das ist jetzt natürlich die kommende interessante und schwierige Frage, weil ich glaube, im Band 98, da ist wirklich also nicht mehr die Rede vom Nationalsozialismus und überhaupt nicht mehr das Problem Heideggers. Merci pour cette question. Alors, je vais laisser Emmanuel Faye répondre aux premières questions et puis peut-être donner la parole à Nicolas Veil et Peter Travny sur la question de l'orientation des cahiers, d'une hypothétique suite. Oui, il n'est pas exact que Hitler récuse le terme völkisch à partir de 1925. Dans son Zweiter Buch, qu'il n'a pas voulu publier, Hitler prend ses distances à l'égard des mouvements völkisch pré-nazis, ça c'est connu, mais il continue d'utiliser le mot völkisch dans Mein Kampf, y compris dans la deuxième livraison, bien sûr. Et le völkischer Beobachter reste jusqu'au bout, jusqu'en 1945. Donc voilà. Dans le Testament. Ouais. Alors, sur les 20% des Beiträge, ça c'est une remarque qui est faite par Silvio Vieta, puisque sa mère, qui était aussi la maîtresse travaillait avec lui à préparer ce Narlas. Hein. Mais il faudrait aller voir à Marbach, dans le dossier des Beiträge, ce qui a été mis de côté. Et là, il y a un travail qui n'est pas encore fait, qui sera à faire, évidemment. Maintenant, dire que les Beiträge n'ont rien de nazi, que c'est un ouvrage, je pense que ça fait tout de même sourire, parce que c'est un texte très radical. Et je suis pas le seul à le dire. Avant moi, Nicolas Tertullian, et même des lecteurs bien plus heideggeriens que je ne le suis, ne cachent pas cette radicalité. Ce principe völkisch, cette idée que toute philosophie est toujours philosophie d'un peuple, cette idée que le dictatorial est réservé à quelques-uns, c'est quelque chose qui n'est pas rien. Hein. Et il faut se souvenir que dans ces années où Heidegger écrit ces fragments, il est membre de la Commission pour la philosophie du droit. Il accepte de siéger aux côtés de Rosenberg. On sait qu'il ne l'apprécie pas, mais il le côtoie. Il y a effectivement cette pluralité dans le nazisme qui a été bien décrit par les meilleurs historiens des idées, comme Hans Luga ou d'autres. Hein. Heidegger Crazy, c'est un bon livre. Donc, Heidegger accepte de siéger à côté de Rosenberg. Il accepte même, à partir de 1935, quand l'auteur du Stürmer rejoint l'Académie du droit allemand, de siéger à ses côtés, et Karl Lewitt lui reproche en 1936. Alors Heidegger dit le Stürmer, ce n'est que de la pornographie, mais il est là, il est à ses côtés. Or, cette commission pour la philosophie du droit, c'est exactement le programme assumé par Hans Frank et ses sbires de ce Wesensrecht, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce que défendront Lemkin et Lauterpacht, c'est l'idée que le droit n'est pas droit pour l'humanité, mais le droit pour l'essence, pour le peuple allemand, hein, et c'est le programme des Beiträge. Cette philosophie d'un peuple, le principe völkisch, c'est le Wesensrecht. Heidegger est quelqu'un qui a voulu fonder
cofondé avec Frank et d'autres le droit nazi, la médecine nazie. Il faut voir son texte meurtrier où il dit, dans son discours aux médecins de l'Institut d'anatomie pathologique de Fribourg, que les anciens avaient raison de dire que lorsque le malade n'était plus utile au peuple, le médecin n'avait plus le droit de lui rendre visite. Donc, le droit de la vie dépend de l'utilité pour le peuple. Il n'y a pas de droit pour la personne humaine en tant que telle. Si ce n'est pas une fondation nazie de la médecine et du droit, je ne sais pas ce que c'est que le nazisme. Voilà, juste un mot justement sur ce point qui me semble important. Là, le texte dont parlait Emmanuel Faye date de juillet 1933. Et en fait, c'est le moment où on vote la loi sur la stérilisation forcée donc des handicapés. Le but, donc c'était une loi qui était en gestation avant l'arrivée des nazis au pouvoir, mais un texte qu'ils ont très largement radicalisé. Hein. Et au fond, le nazisme est souvent comme ça, je veux dire, il est souvent à la base relativement banal, c'est un peu un attrape-tout, mais il vient radicaliser ce qui préexiste. Il se radicalise lui-même, je veux dire, moult reprises. Et donc, dans ce texte, qui, lorsqu'on le lit de près, est troublant, moi, je vois, au fond, sans grand écart avec ce que vous dites, Emmanuel Faye, au moins sur ce texte, il pose le principe de l'eugénisme nazi, d'une manière assez, assumée, en faisant les références très classiques, encore une fois. C'est la vision, derrière ça, c'est la vision de la Grèce selon Plutarque. Hein. C'est vraiment le lot commun culturel nazi sur la reprise d'Antiquité, notamment le modèle spartiate. C'est banal. Hein. C'est pas humaniste, hein, mais c'est banal. Pardon. Si vous voulez reprendre. Non, je voulais parler d'autre chose. D'accord. Alors, donc si Oui, donc pour reprendre cette question sur le terme Völkisch, bon, clairement, Völkisch, c'est un terme nazi, pas seulement nazi, mais que les nazis reprennent, et on l'a à longueur de page en Mein Kampf, et après, hein, c'est pas... voilà. Je laisse la parole, Nicolas. Non, je voulais simplement souligner, peut-être en évoquant les propos de Peter Travny très très brièvement, qu'il faut toujours se souvenir quand on lit les Cahiers noirs que quand Heidegger les écrit, c'est une scène intérieure, c'est-à-dire que les textes n'ont quand même pas le même statut, au moins concret historique à l'époque où ils sont écrits, que les déclarations, les discours, voire même les cours. Hein. Et la deuxième chose que je souligne brièvement, mais ça a son importance parce que ça répond peut-être aussi à la question de monsieur, c'est que on compte dans les 13 réflexions, les Überlegungen, soit environ la moitié des Cahiers noirs, 21 renvois aux Beiträge. Ça a été compté par Francesco Alfieri. Ce qui finalement n'est pas grand-chose, mais en même temps établit un lien. Alors sur le contenu de ces renvois, il faudrait voir les textes précisément pour voir s'ils concernent ou non la question du nazisme. Déjà, j'avoue que il faudrait que je me repenche sur l'original pour vous répondre. C'est une direction. Ich antworte wieder auf Deutsch. Die Antwort ist sehr schnell auf Ihre Frage gegeben. In den nächsten Bänden der schwarzen Hefte spielt der Nationalsozialismus oder der Antisemitismus oder überhaupt das Judentum keine auch nur vergleichbare Rolle wie in den anderen schwarzen Heften um 1940, 38, 39. Dass dieses Sujet verschwindet. Ich möchte aber trotzdem noch ganz kurz etwas sagen zu der Frage, welcher Begriff, den Heidegger nun verwendet, ist jetzt nationalsozialistisch, welcher Begriff ist nicht nationalsozialistisch, was heißt das, wenn wir zum Beispiel Sie haben Metapolitik genannt, den Begriff der Metapolitik, und Sie haben gesagt, das hat schlechthin gar nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Nun, ja, also einmal.
Erstens, natürlich. Sie müssen auch sehen, dass 1934 Heidegger natürlich, dass Heidegger Hölderlin interpretiert. Heideggers Nationalsozialismus ist basiert auf Hölderlins Hymnen. Ja. Welcher ernsthafte Nazi hätte sich irgendwie diesem Nationalsozialismus hingegeben? Also ja, ein Nationalsozialismus, der darin besteht, Hölderlin zu interpretieren. Das heißt, es gibt dort eine Seite in Heideggers Metapolitik, die es uns selbstverständlich nicht erlaubt, sie einfach unter dem Nationalsozialismus im Sinne von Mein Kampf zu rubrizieren. Es ist auf der anderen Seite aber natürlich auch nicht richtig und möglich zu sagen, das hat gar nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun. Auch das ist nicht möglich. Ja. Das heißt also, die Verstrickung, die es da um 1933 gibt, die ist nicht so klar. Also nicht so klar in dem Sinne, dass wir sagen können, das ist alles nationalsozialistisch, weil wir gar nicht in gewisser Weise nicht müssten uns darauf einigen, was wir darunter verstehen. Ja, Mein Kampf, Rosenberg oder was. Dann wäre es sowieso in sich kompliziert. Derrida hat das mal gesagt. Ja, wir wissen eigentlich nicht, was der Nationalsozialismus ist, also was diese Philosophie eigentlich, was dieses Denken, was das eigentlich ist, diese Ideologie. Ja, wir wissen das nicht. Und wir tun immer so, als wäre das ganz klar, was das ist. Das erlaubt uns aber natürlich sozusagen nicht, das Problem sozusagen ad acta zu legen. Natürlich ist diese Verstrickung da und wir haben uns mit ihr zu beschäftigen. Aber wir können nicht so tun, als wäre alles klar. Das ist nicht der Fall. Juste un mot très bref là-dessus. Ça me semble très important justement de noter. Le nazisme est culturellement banal. C'est un pot pourri de l'extrême droite et en partie même de l'extrême gauche culturelle allemande et qui a pour ambition, et je parle toujours en termes intellectuels, culturels, de reprendre finalement, d'embrasser l'ensemble de l'histoire allemande, évidemment épurée de ce qui, de manière ou d'une autre, semble juif. Parlons de Hölderlin, c'est très important pour Heidegger, on pourra rajouter Maître Eckhart. Or, il se trouve que si au lieu de faire du nazisme un bloc et un bloc qu'on ignore, on lit par exemple Rosenberg, le fondement du XXe siècle, eh bien, le mythe du XXe siècle, pardon, je fais une petite amalgame avec Chamberlain, eh bien, on retrouve des références semblables, on retrouve des références à Maître Eckhart, on retrouve des références à Hölderlin. Pas pour autant que Hölderlin en soit nazi, évidemment non. Mais il est important de ne pas caricaturer le nazisme si justement on veut bien comprendre Heidegger. Et le nazisme, alors contrairement aux images qu'on a dans les médias, mais on ne peut pas résumer la société allemande, la culture allemande des années 30 et 40 à l'extermination des juifs. C'est évidemment pas un point de détail de l'histoire du nazisme, mais ce n'est pas le tout. Et c'est absolument idiot, j'allais dire, de tout voir par cette languette. Donc, ou alors on fait de Hölderlin, de Maître Eckhart, justement, des pré-génocidaires, ce qui serait absolument idiot. Bon, je crois que personne ne ça en tête. Mais il faut avoir en tête la porosité. La porosité des frontières entre ce qui est nazi et ne l'est pas. Je pense qu'un des exemples les plus intéressants sur Heidegger, c'est Jünger. Comme on le sait, Jünger est extrêmement important pour la réflexion de Heidegger sur la technique. Jünger est attiré par le nazisme dans les années 20, mais au seuil des années 30, pas du tout. Bon, il se trouve néanmoins que l'un des auteurs les plus importants pour la réflexion de Heidegger sur le nazisme et sur la technique, c'est Jünger. Bon, voilà, ça montre aussi le caractère attrape-tout, j'allais dire, de la culture nazie, qui est un pot pourri, comme je le disais, et il faut, j'ai envie de dire, renoncer à des idées trop simples et raisonner en termes de masse trop rigide, tout simplement. Il y a une autre question. Madame, Madame a demandé le... oui, madame, je crois qu'on ne vous a pas vu. Le micro est par là. Je suis contente de cette citation de Derrida parce que ça m'évite de le répéter.
parce que c'est exactement ce que j'ai aussi constaté. Mais seulement, ce n'est pas vrai. Et Derrida est mort en 2004 et le livre décisif est paru en 2010. C'est de Benjamin Ortmayer, Mythos oder Logos, sur 4 pédagogues national-socialistes. Vous pouvez les lire, c'est environ, mettons, 1000 pages avec tous les documents. Vous n'avez pas besoin d'acheter les livres, vous allez sur Internet et vous trouvez l'essentiel. Et donc, je voudrais vous demander, donc, deux de vous l'ont déjà fait, donc ça va vite, me donner votre définition du national-socialisme. Et je ne suis absolument pas d'accord, c'est un pot pourri, c'est justement le contraire. C'est une construction qui est très très âgée, qu'on trouve peut-être chez Maître Eckhart, je ne suis pas sûre. Je suis relativement sûre qu'on la trouve chez d'autres personnes, parce que je l'ai trouvée pour ainsi dire. Et pour comprendre les cahiers noirs, vous pouvez lire en parallèle quelqu'un comme Eduard Spranger, les frères mimétiques de Heidegger. Heidegger était en constante relation, compétition mimétique, j'ai oublié le mot qui vient de René Girard, avec Eduard Spranger. Et donc faites un peu d'interdisciplinarité et ça va aller beaucoup plus vite. Je suis assez choquée de ce soir parce qu'il y a aussi un autre pédagogue, Peter Petersen, qui est allé à Buchenwald instruire les prisonniers de guerre norvégiennes du national-socialisme. Et je suis assez sûre que Petersen a fait quelque chose à Buchenwald. Il n'a pas rien fait. Et vous pouvez aller sur Internet pour regarder le combat à Jena en 2010 sur la Erinnerungspolitik pour ne pas rebaptiser la place, l'ancienne place Karl Marx, baptisée Peter Petersen Platz, et la Asta s'est révoltée. Donc il y a beaucoup d'autres histoires, et singulariser Heidegger, c'est justement ça qui enlève à la critique la force. Merci pour votre écoute. Je crois que c'était un commentaire qu'on a donc entendu, peut-être une question, et puis il faudra sans doute en terminer pour ce soir. Madame ? Moi, j'aimerais bien entendre une conclusion parce que toutes ces considérations sur Heidegger, sur son milieu, sur ce qu'il a écrit, ou sur ce qui a disparu, en quoi peut-on encore maintenant considérer que comme philosophe, il a une valeur? Parce qu'il y a quelques années, il était question de le mettre au programme à l'université pour les examens d'agrégation. Et la question, il me semble, enfin, tout ce que vous avez dit ce soir, elle demande une conclusion. Qu'est-ce que Heidegger représente vraiment en philosophie maintenant? Est-ce que c'est très intéressant de discuter sur son rôle dans l'histoire, sur les discussions qu'il y a pu avoir. Mais maintenant, conclusion, qu'est-ce que représente Heidegger comme philosophe? Alors, Nicolas Veil avait dit tout à l'heure déjà que son soleil avait pâli, que sa situation à l'université était moins bonne qu'elle ne le fut, notamment quand il était lui-même étudiant. Nicolas, peut-être une tentative de conclusion ou une ébauche? Non, c'est difficile de conclure. Là, vous me posez vraiment une colle, ou peut-être mes compagnons de table auront d'autres réponses, mais je pense que la question est effectivement légitime. Bon, j'ai tenté de donner une direction, je laisse le débat ouvert avec Emmanuel Faye sur la question de l'être, fut-elle envisagée sous la forme de l'agir ou dans d'autres catégories que les catégories traditionnelles de la métaphysique. La question de la technique quand même me paraît telle qu'elle a été pensée par Heidegger, pas forcément d'ailleurs de façon très originale, mais quand même dans son langage donnerait quand même une direction. Et si même je suis d'accord avec ce qu'a dit Peter Tarnier en commençant, que l'actualité d'une philosophie est un concept problématique, donc ce serait une façon de me dérober. Néanmoins, sur cette
sur cette question de la technique. Je pense que la contribution de Heidegger reste quand même intéressante et importante à connaître. Et puis, il y a aussi le fait, simplement, alors là, je parle plutôt en historien, c'est qu'il est difficile, par exemple, de penser l'histoire intellectuelle française d'après-guerre, de Sartre jusqu'à aujourd'hui, sans la référence au concept heideggerien dans différents milieux, que ce soit dans la théologie, la pensée chrétienne, mais aussi la pensée critique. Enfin, Michel Foucault disait quand même que le philosophe qu'il lisait tous les jours, c'était Heidegger. Bon, on voit la place qu'a la pensée de Michel Foucault aujourd'hui. Donc, rien que pour cette question factuelle, pour ce point de fait qui a quelque chose de dérangeant pour beaucoup, je pense qu'il vaut la peine de continuer à creuser ce corpus qu'on continue à découvrir d'ailleurs. Alors j'allais dire Emmanuel Faye. Lapidairement, oui. Je considère que Heidegger représente, par sa défense du Wesensrecht, la destruction de l'idée d'humanité. Comme le disait Sidonie Kellerer, il n'y a plus de Menschheit, il n'y a que des Menschentümer, des humanités en lutte pour défendre leur essence propre. La seule légitime pour Heidegger étant la Germanisches Wesen, fantasmée par lui. Et cette destruction des humanités, de l'humanité, dans la pensée devient destruction de la pensée même. Que Heidegger représente la fin de la philosophie, lui-même l'a assumé. Il le dit dans les Cahiers noirs, il le redit dans la lettre sur l'humanisme. La pensée à venir n'est plus philosophie. Mais est-ce pour autant une pensée libératrice que cette pensée qui détruit l'humanité, qui détruit la philosophie? Donc je suis d'accord avec Guillaume Payen sur la liberté d'examen, si vous voulez, mais c'est quand même quelque chose d'un petit peu factice, parce que j'ai été étudiant à Paris 4, c'est une université où je ne peux plus m'exprimer. Dans la quasi-totalité des revues universitaires, si je présentais un article, il ne se serait pas paru. Je suis publié par des éditeurs allemands ou américains ou russes. Voilà, la liberté d'examen est possible à la maison Heine et elle est, je pense, assez conviviale, même si nous ne sommes pas d'accord, donc c'est dans ce sens que l'on peut aller. Donc on peut philosopher à propos de Heidegger, je ne pense pas qu'on puisse philosopher à partir de Heidegger. Merci. Merci à la Fondation, à la Maison Heinrich Heine. Merci à la Fondation Heinrich Heine. Je voulais aussi remercier particulièrement Peter Travnik qui est venu d'Allemagne pour ce débat. Merci à tous.